que cette présentation donc durera 1 heure. Nous allons traiter le maximum de questions que vous avez posées. Donc simplement très rapidement pour vous présenter qui nous sommes. Equance est un cabinet de gestion privée international qui offre des services de conseil patrimonial et fiscal pour la mise en œuvre de solutions d'investissement et d'optimisation pour les Français qui résident en France ou à l'étranger, évidemment, comme nous. Equance a une dimension internationale, plus de 75 personnes dans le groupe, dont 30 au siège de Montpellier où se situe notre président Olivier ce soir. Une présence physique dans plus de 40 pays hors de France, c'est donc plus de 6000 clients répartis dans plus de 102 pays du monde. Donc sans plus tarder, je vous présente notre président Olivier Grenon-Andrieux qui ce soir nous fait la gentillesse de répondre aux questions. Il est docteur d'État en droit, diplômé de l'Institut de sciences politiques de Paris. Depuis 1992 déjà, il a occupé plusieurs postes de direction générale au sein d'entreprises spécialisées dans la gestion privée pour les Français non résidents. Depuis 2005, il préside le groupe Equance. En termes d'introduction aussi, une petite précision, nous utilisons le terme d'expatrié, mais ceci ne s'applique pas uniquement aux chanceux qui ont un contrat d'expatrié, mais évidemment à tous les Français qui se situent à l'étranger en qualité de non-résidents. Voilà, sans perdre plus de temps, parce que nous avons beaucoup de questions à traiter ce soir, commençons, si tu le veux bien, Olivier. Oui. Alors, Stéphane nous demande par exemple, l'inflation galope et le rendement du fonds euro diminue. Que faire des vieux contrats assurance vie? Puis-je en ouvrir un nouveau quand j'habite en Italie? Olivier. Alors, bonsoir aux gens qui nous ont rejoints. Ravi d'être avec vous en Italie et à Milan en particulier. Milan où on doit se rendre d'ici 15 jours, 3 semaines. Je pense que tu le diras, Sylvain, tout à l'heure dans la conclusion. Oui. Alors, la question, elle pose deux difficultés. On parle d'assurance vie, il faut quand même définir ce qu'est le périmètre de l'assurance vie, ce qu'on entend par assurance vie en France. Et la deuxième partie de la question, je crois que c'est, s'agit-il d'ouvrir un nouveau contrat quand on habite en Italie? Alors, qu'est-ce que c'est que l'assurance vie? L'assurance vie en France, c'est un phénomène macroéconomique. C'est le placement chouchou des Français. Il y a plus de 1800 milliards d'euros qui sont investis sur l'assurance vie. Et sur ces 1800 milliards d'euros, il y a une poche qui représente à peu près 75% de l'épargne, qui est investie sur une spécialité française qu'on appelle les actifs en euros, qui garantissent le capital et qui peuvent soit garantir un rendement annuel, soit garantir un taux minimum. Et dans les deux cas, il y a un effet de cliquet, ça veut dire que tout doucement, le capital garanti monte en escalier. Et sous-jacent, cet actif en euros, à notre sens, pourrait poser des difficultés dans l'avenir et pourrait devenir le sinistre un peu comme les emprunts russes au début du XXe siècle. Pourquoi? Et pour répondre à cette question, il faut rentrer dans le détail de la comptabilité d'une compagnie d'assurance. Sur ces actifs en euros, donc, qui représentent 75% de l'épargne en assurance vie, la compagnie va procéder à une provision technique qui correspond à 4% de ces montants. 4% de 75% de 1800 milliards, faites le compte, ça représente à peu près 30% des 1800 milliards, à peu près 55-60 milliards d'euros de provisions techniques qui vont être investis soit dans des biens immobiliers, soit dans des actifs tangibles, soit dans des dettes souveraines. Et la grande partie de ces actifs en euros, eux-mêmes, sont constitués de dettes et pas mal de dettes souveraines. Or, le risque d'une dette souveraine, d'une obligation, d'un emprunt d'État, c'est le risque de taux, le risque de cours. Parce que la comptabilité de la compagnie va vous garantir le nominal au départ et à l'échéance, mais en cas de rachat, elle va vous garantir l'épargne en compte. Et la grande difficulté, c'est si les taux venaient à monter brutalement comme en 2008, lorsqu'on a eu le sinistre Lehman Brothers, eh bien, on a vu les emprunts d'État dont le cours a brutalement baissé de 20% parce que les taux sont montés brutalement de 3%. C'est à peu près la sensibilité. Pour 1 point de hausse de taux long, on a une baisse d'à peu près 6 points, 6 points et demi de sous-jacent de l'emprunt d'État. Et à ce moment-là, s'il y avait des rachats massifs,
Rachats massifs qui ne se sont pas constitués ni réalisés en 2008. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les taux de ces actifs en euros étaient entre 3,5 et 4,5%. Aujourd'hui, les mêmes actifs distribuent en moyenne 1,3%. Et si on se retrouvait avec des rachats massifs sur les contrats d'assurance vie supérieurs aux provisions techniques, les compagnies d'assurance pourraient-elles payer? Eh bien non, elles ne pourraient pas payer. Et c'est d'ailleurs, ceux qui nous écoutent ont peut-être cela en mémoire, il y a maintenant 5 ans, il y a le ministre Sapin, à l'époque quand il était dans le gouvernement de François Hollande, a sorti une disposition inspirée par le Haut Commissariat à la stabilité financière, le HCSF, qui consiste à geler les avoirs dans l'assurance vie, donc qui ne seraient plus rachetables pendant 3 mois renouvelables une fois, voire plus si le sinistre était plus important, parce qu'en cas de rachat massif, les compagnies auraient-elles la liquidité pour faire face à ces rachats? Et la réponse, c'est clairement, au-dessus des provisions techniques, elles ne le pourraient pas. Et il faut savoir qu'en France, c'est une disposition française, la garantie donnée par l'État sur les assurances vie est de 70 000 € par preneur d'assurance et par compagnie. Donc, au-delà de 70 000 €, il y aurait un risque. Donc ça, c'est la première partie de la question. Que faire des vieux contrats en assurance vie? Il faut en tout cas les arbitrer et ne pas rester, même si c'est confortable, sur les actifs en euros qui donnent une performance aujourd'hui de 1,3% et qui n'a pas vocation à remonter brutalement. Ça, c'est le premier point. Et si on nous entend et si on peut imaginer que la loi Sapin 2 et le risque comptable d'une compagnie d'assurance pourrait engendrer un gros sinistre, eh bien, il faut peut-être sortir de ce type de véhicule pour aller vers d'autres types de véhicules. Et là, je vais répondre à la deuxième partie de la question. Puis-je ouvrir, je crois, un nouveau contrat d'assurance vie? En Italie, oui. Quand j'habite en enfin, Italie, quand je suis résident italien. En Italie, oui, absolument. Certaines compagnies n'acceptent pas les non-résidents, y compris dans l'Union européenne. Beaucoup de compagnies les acceptent. Nous, en tout cas, on sait le faire. Et de facto, sur des montants plutôt importants qui sont supérieurs à 70 000 € au seuil de garantie en France, j'aurais plutôt tendance, moi, à aller vers le Luxembourg. Parce qu'en fait, le droit européen s'applique. Depuis 1994, on est dans une distribution de l'assurance vie qui est une libre prestation active. Et donc, n'importe quelle compagnie européenne, à partir du moment où elle fait une déclaration auprès de son autorité de tutelle, qui va déclarer auprès du pays où on souhaite démarcher une clientèle, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut aller librement, à partir de son pays d'origine, proposer des solutions d'assurance vie, qu'elles soient françaises, voire luxembourgeoises. Et en l'occurrence, sur des gros montants supérieurs à 70 000 €, on préconisera d'aller vers le Luxembourg, parce que le Luxembourg déplafonne la garantie. C'est 100% de l'épargne en compte qui est garantie par un système qu'on appelle le triangle de sécurité au Luxembourg. Et la grosse différence avec la France, au-delà de ce seuil de garantie, c'est que l'investisseur n'est pas un créancier qui ouvre affaire, c'est-à-dire qu'il arrive au dernier rang, c'est un créancier privilégié au Luxembourg et il passera avant tout le monde. Et les actifs investis dans les compagnies d'assurance luxembourgeoises ne sont pas des actifs généraux, sont des actifs qui sont cantonnés et qui ne sont pas la garantie de tous les créanciers de la compagnie. Voilà, c'était un peu long, mais je suis désolé, mais pour être complet sur l'assurance vie, il fallait aborder à la fois le marché français, les risques de signature et pourquoi aujourd'hui il vaut mieux se tenir loin des actifs en euros. Et puis, il n'y a pas de souci pour souscrire un contrat d'assurance vie. En cas d'événement, la fiscalité sera celle du pays de résidence. Donc, un contrat français, si on réside en Italie, ce sera la fiscalité italienne. Il y a quand même dans la Convention une retenue à la source de 10% avec la France. Si c'est un contrat luxembourgeois, ce sera toujours la fiscalité italienne qui s'appliquera, sauf que en matière de droit de la consommation, ça sera la compagnie d'assurance et son lieu d'établissement stable qui définira les règles en termes de garantie à faire. Voilà. Oui, et notre valeur ajoutée, c'est qu'on peut vous accompagner parfaitement sur un contrat français comme sur un contrat luxembourgeois et en cas aussi de déménagement, puisque la plupart d'entre nous ne sont pas destinés à rester en Italie toute leur vie. Donc, c'est très important de pouvoir vous accompagner partout dans votre carrière. Alors, rapidement aussi, on passe à Nathalie
qui pose une question très pertinente. Est-il possible d'avoir accès au crédit immobilier afin de développer son patrimoine quand on est à l'étranger? Alors la question du crédit nous surprend tout le temps parce que la plupart de nos compatriotes, 80% d'entre eux, sont toujours bancarisés en France et on constate que leur propre banque domestique, aujourd'hui, refuse de leur faire du crédit parce qu'ils sont non-résidents. Et c'est incroyable parce qu'il n'y a rien qui les en empêche. Alors, oui, on a accès au crédit immobilier quand on est non-résident fiscal français. Alors, accès au crédit en France dans le but d'acheter un véhicule en France, que ce soit une habitation principale ou une solution d'investissement. Donc nous, aujourd'hui, on fait 700 crédits par an pour nos clients. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas du crédit sec, on fait du crédit affecté à des solutions patrimoniales que nous préconisons auprès de nos clients. Mais on a extrêmement peu de refus de la part de nos banques et le gros intérêt de la banque en France, c'est qu'elle prête à taux fixe. Beaucoup de banques en Europe ont une philosophie différente. Elles prêtent à taux révisable. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont très bas. Est-ce qu'ils le resteront? On voit bien qu'en ce moment, il y a des tensions inflationnistes et que la référence sur les taux courts, elle risque de refaire monter cette typologie de crédit à taux révisable. Et la deuxième problématique, c'est qu'en France, et ça a été renforcé au 1er janvier de cette année, on va endetter un investisseur en fonction de sa capacité de remboursement. De nombreux pays européens, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas des pays nordiques, c'est le cas de l'Angleterre qui n'est plus dans l'Union européenne, appliquent non pas un scoring par rapport à la capacité d'endettement de l'investisseur, mais plus une garantie hypothécaire qui est très différente de la capacité de remboursement de l'investisseur. Voilà, donc nous, aucun souci pour faire du crédit immobilier, quelle que soit la solution à partir du moment où elle est en France. Super. On passe maintenant à Vincent qui a une question sur en fait la taxation des biens immobiliers situés en France lorsqu'on est en Italie. Comment peut-on l'éviter et en règle générale, existe-t-il des accords, nous demande, existe-t-il des accords bilatéraux de taxation sur les biens immobiliers entre l'Italie et la France? Je suppose qu'il entend parler de convention. Oui, donc, alors il y a une convention entre la France et l'Italie, mais sur les aspects de fiscalité italienne, je ne me sens pas compétent pour répondre, alors que toi, tu dois l'être sans problème. Oui, là c'est une question, effectivement, il existe une convention bilatérale qui traite de tous les revenus, hein, donc pas uniquement des revenus de location ou des revenus de type immobilier entre la France et l'Italie. Convention contre la double imposition, ça ne veut pas dire que l'on paye, souvent les gens confondent, pensent que l'on va payer un impôt uniquement dans un seul pays. Si c'est prévu par la Convention, ce sera le cas, mais souvent on a une fiscalité en fait concurrente, c'est-à-dire que vous allez avoir une fiscalité dans l'état de situation du bien immobilier, la France en l'occurrence, et une situation où se situe en fait le propriétaire de ce bien immobilier, dans cette question, l'Italie. La Convention organise les choses. Donc oui, il va y avoir une fiscalité en France. Elle va souvent se traduire comme un crédit d'impôt pour la fiscalité italienne. Ce qui est intéressant, qui est très intéressant, c'est que, et il y a quelque chose à retenir, c'est que l'Italie va admettre le calcul de l'impôt tel qu'il est pratiqué en France. C'est-à-dire qu'on va reporter dans une déclaration italienne le revenu foncier net s'il s'agit de revenus fonciers français et le BIC net s'il s'agit de location meublée française. Donc là, c'est très intéressant puisqu'on ne rapporte en fait que la valeur nette imposable selon le calcul français et donc qui est validé par l'administration fiscale italienne. Ça, c'est quelque chose quand même particulièrement intéressant dans de nombreux cas. Par contre, vous subirez ensuite l'impôt italien sur ce montant net à déduire le crédit d'impôt pour l'impôt déjà payé en France. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Après, il faut regarder évidemment cas par cas, mais ça, c'est, disons, le principe général pour la question. On passe maintenant à Jérôme, qui nous interpelle sur la bourse. La bourse est au plus haut, je crains d'investir dans des fonds actions, que me conseillez-vous? Ça reprend peut-être aussi la question de l'assurance vie, la diversification vers des unités de compte. Alors la question est intéressante, hein. On a toujours l'impression que les marchés sont au plus haut.
Et quelques mois plus tard, on se rend compte qu'en fait, il ne l'était pas. Donc, si on a cette inquiétude-là, il faut aller vers des solutions alternatives. Parce qu'il n'est pas raisonnable d'aller vers un marché si on y va avec une forme d'inconfort ou d'inquiétude. Donc, on peut rentrer sur les marchés financiers avec des versements réguliers. Quand on rentre sur les marchés avec un versement régulier, on lisse le coût d'achat à la baisse quand les marchés baissent. Et donc, on ne s'expose pas à une baisse brutale du marché. C'est une des premières solutions. Une deuxième solution, c'est d'attendre une baisse brutale. Mais alors là, on peut peut-être l'attendre longtemps. Et pendant ce temps, ces liquidités ne sont pas investies. Troisième solution, il existe toute une gamme de solutions avec des fonds qui sont des fonds à formule, des fonds structurés. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner pour choisir plutôt les bons que les mauvais. Et ces fonds à formule, ces produits structurés qu'on peut trouver en compte titre ou en contrat d'assurance vie, proposent soit des garanties en capital, soit des garanties planchers. Et si la promesse se réalise, un coupon qui va être versé ou, s'il ne se réalise pas la première année, un rappel la deuxième, troisième ou quatrième année. Et très souvent, on a des coupons compris entre 4,5 et 7%. Voilà. Donc, c'est un deuxième moyen d'aller chercher de la performance à la bourse. Ensuite, si la personne a une véritable inquiétude, il y a d'autres solutions d'investissement, pas exposées au marché financier. C'est tout le marché du non-coté. J'imagine qu'il y a d'autres questions sur cet objet-là, en tout cas, puisque toute la presse en parle, en tout cas en France. Oui, oui, c'est un vaste sujet qui effectivement qui mériterait aussi une explication, puisqu'on parle de non-coté, c'est évidemment beaucoup plus technique que la bourse en général et donc que les marchés cotés. Nous passons par contre rapidement aussi à Delphine qui, elle, a entendu dire que l'Italie impose peu les donations et donc aussi les successions. Comment pouvons-nous en bénéficier? Donc, on va plutôt parler des donations parce que les successions, c'est un sujet quand même triste. Mais pour les donations, là aussi, c'est une thématique un peu italo-italienne. Donc, très rapidement, et je vous invite à me contacter directement. Vous avez, je pense, mon email ou numéro de téléphone. Donc, on pourra peut-être aborder et regarder parce que les questions de donation imposent que l'on étudie le lieu de situation, la nature des biens et la résidence fiscale du donateur et des bénéficiaires de cette donation. Ceci étant dit, effectivement, il y a une grosse différence entre le barème d'imposition des droits de mutation à titre gratuit entre la France et l'Italie. Pour être synthétique, en Italie, on a en ligne directe une franchise de droits de jusqu'à 1 million d'euros par enfant et par parent, et c'est 4% au-delà. Donc c'est particulièrement très intéressant. Il faut faire attention, je répète, sur la nature et où se situent les biens. Donc c'est des opérations qui peuvent s'organiser, on peut regarder dessus, mais c'est vraiment au cas par cas, il faut être très prudent dans ce type d'opération. Alors je pense maintenant justement à Nicolas qui nous dit, effectivement, il a entendu beaucoup parler du private equity aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est et en quoi cela peut être intéressant? Vaste sujet, Olivier. Alors, j'étais quasiment sûr qu'on allait nous poser une question sur le sujet. Alors, le private equity, tout le monde fait l'amalgame entre non-coté et private equity. Le private equity n'est qu'une des branches du non-coté. Alors, il n'est pas facile pour des professionnels, quels qu'ils soient, et je ne devrais pas le dire, mais je vais quand même le dire, de faire gagner de l'argent à ses clients, eu égard à la volatilité des marchés financiers. Les marchés financiers, on sait bien qu'ils sont exposés à d'autres types de facteurs, des facteurs géopolitiques, des facteurs endémiques quand il y a une crise sanitaire, etc. Le non-coté, lui, il n'est pas exposé à ces facteurs-là. Il est plus corrélé à un marché, à la personnalité de dirigeant et à la volonté d'aller chercher de la performance sur des solutions différentes. Et dans le non-coté, on peut trouver différentes formules. Alors, accéder au non-coté, c'est possible pour tout le monde. Il y a deux formules, en tout cas en France. La première formule qui est accessible à tout le monde, ce sont toutes les plateformes qui existent qui proposent des solutions de crowdfunding. Alors, le crowdfunding, l'inconvénient, c'est que par ligne,
Lorsque ça distribue un rendement fixe sous la forme d'une obligation, ben, chaque ligne, c'est au maximum 2000 euros. Ça ne va pas chercher bien loin. Quand ça va chercher de la performance et pas du rendement, c'est 5000 euros par ligne. Donc, ce n'est pas folichon non plus. Nous nous sommes positionnés sur l'ensemble de notre offre en non-coté, sur une offre qu'on retrouve dans le Code monétaire et financier, qui est inscrite à l'article D533-12, qui permet de requalifier un investisseur comme professionnel sur option. Et à ce moment-là, le ticket n'est plus de 2000 ou 5000 par ligne, mais il est de 100 000 euros. Et dans le non-coté, dont on a fait aujourd'hui l'ADN du groupe, hein, alors si vous allez sur notre site, vous ne trouverez rien sur le non-coté, parce que le propre du non-coté, c'est de ne pas faire appel public à l'épargne. Donc, si vous voulez qu'on vous propose des solutions non-cotées, il va falloir que vous écriviez à Sylvain Piacenza, lui demandant de vous fournir des informations sur le non-coté. Spontanément, nous, on ne peut pas le faire. Hein. Si vous nous écrivez, ben on vous répondra. Et si vous êtes en Italie, on vous mettra en relation avec Sylvain. Et donc, une fois que vous nous avez fait cette demande d'information, ben nous, on a une offre qui va du private equity, qui permet également de faire des émissions obligataires, qui permet également d'avoir accès à des valeurs mobilières non cotées ou des solutions non cotées dont le sous-jacent peut être immobilier. Et si on a un peu de temps, je vais quand même rentrer dans le détail. Donc, dans le private equity, beaucoup de gens pensent start-up dans l'IT qui sont des pépites où on va avoir la martingale au cours de 2-3 ans. Eh bien, il faut savoir que le non coté, ce n'est pas la martingale. 8 fois sur 10, on gagne, mais 2 fois sur 10, on peut tout perdre. Et c'est pour ça que sur des tickets importants, pour des gens qui ont de grosses liquidités à investir dans le non-coté, prenons un exemple, 500 000 euros à investir dans le non-coté, il vaut mieux mettre 5 lignes qu'une seule. Parce que si on tombe sur les 20% de dossiers qui se passent mal, ce n'est pas une bonne opportunité. Alors que si on liste là sur 5 opérations différentes, on va avoir de réelles opportunités de plus-value dont l'échéance est inconnue. Alors, pour donner quelques exemples, nous, on a eu notre plus belle opération qui s'est dénouée. C'est une opération qu'on avait initiée en private equity en 2013, qui consistait à ouvrir un compte bancaire auprès des débitants de tabac en France. C'est le compte Nickel. Et cette opération s'est dénouée. C'est BNP Paribas qui a racheté l'opération en 2017, donc un peu moins de 4 ans après le lancement de cette levée de fonds. Et nos investisseurs ont fait x8. Et ça, c'est la plus belle opération qui s'est dénouée aujourd'hui. À côté de cela, on a fait de très belles opérations sur des levées de fonds avec Opium, premier véhicule de sport français à hydrogène. Alors, le titre est coté en bourse aujourd'hui, donc il peut se dénouer. Les premiers investisseurs ont fait des plus-values colossales. Après, c'est un projet qui aujourd'hui prend forme puisqu'il est coté en bourse et le véhicule va s'industrialiser en 2025. Et sans doute qu'il faudra attendre 2025 pour que le titre explose un peu comme l'a fait le titre Tesla. À côté de cela, on a d'autres types d'opérations qui peuvent être plus industrielles. On peut, au travers de pactes d'associés, faire sortir des associés minoritaires d'opérations plus traditionnelles. Par exemple, on a fait une opération en Alsace avec la franchise des hôtels Accor où on a fait sortir un associé minoritaire et on a fait rentrer un certain nombre de nos clients en tant qu'investisseurs, toujours avec des tickets de 100 000 euros. La durée préfixe de ce type d'opération, en private equity, on ne les maîtrise pas toujours. Donc, le compte Nickel, ça a été 3 ans et demi, ça aurait pu être plus. Le titre Opium, ben on peut être liquide aujourd'hui, ça aura été 2 ans, mais ça peut, si on reste investi, ça pourra durer 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus. L'opération sur les hôtels Accor, c'est une durée de 7 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que chacune de ces opérations peut avoir une durée préfixe ou non. En tout cas, il faut savoir quand on est un investisseur que si on ne connaît pas la durée préfixe, c'est le marché qui va la définir, la sortie. S'il n'est pas prêt à aller sur ce type d'opération en private equity, dans le non-coté, on peut trouver des émissions obligataires non publiques, que nous on émet, avec des opérateurs qui fournissent toutes les garanties de fiabilité, puisque pour faire ce type d'opération en France, une maison comme la nôtre n'a pas le droit de le faire. Elle remet un cahier des charges à un professionnel
ce qu'on appelle un PSI, un prestataire de services d'investissement. C'est un établissement financier qui va se charger de structurer l'opération, de collecter les fonds, les frais, etc. et de restituer les sommes et la marge aux investisseurs. Et donc, à ce titre, on peut faire des émissions obligataires sur des durées de 18 à 48 mois, entre 6 et 8,5%. Et donc, nos clients qui connaissent, nos vieux clients qui connaissent ces formules, pas forcément à Milan, eh bien, nous disent je suis intéressé, ils s'inscrivent sur la shortlist quand on lance l'émission obligataire et ils peuvent se désister au dernier moment parce qu'on a une shortlist qui est supérieure à l'enveloppe que l'on va proposer à nos clients. Par exemple, si on fait une enveloppe de 3 millions, on a souvent 6 millions de demandes, mais on ne pourra livrer que les 30 premiers. Voilà. À côté de cela, donc, on peut tout à fait rentrer dans des solutions en non-coté qui sont des solutions immobilières. Je vais en présenter une qui n'est pas ouverte tout le temps, qui plaît énormément, mais qu'on ne trouve pas dans la presse. On a un fonds immobilier qui est non coté, dont le minimum d'investissement est de 100 000 euros, qui permet d'acheter tous les murs des Burger King en France. Le fonds s'appelle d'ailleurs le BK au PPCI et c'est une valeur mobilière. Donc ça veut dire que la valeur mobilière, si on la cède en France, pour un résident italien, ne sera pas taxable en France au titre de la plus-value, ne sera taxable qu'en Italie, suivant des modalités que Sylvain Piacenza connaît par cœur et que je ne connais pas puisque je ne suis pas du tout un spécialiste de la fiscalité italienne. J'aurais un peu de mal à être spécialiste des 50 pays où on a aujourd'hui une agence. Donc, des solutions très différentes, performantes. Le fonds Burger King, qui existe depuis 2016, qui pèse aujourd'hui plus de 400 millions d'euros, sort une performance moyenne annuelle entre 9 et 11%. Voilà. Donc, un véhicule, par contre, qu'il faut souscrire sur plus de 7 ans, parce qu'il y a des frais de notaire dedans. Donc, les frais étant importants, même si la performance est splendide, on ne peut pas le souscrire pour un an. C'est pour ça que dans notre process réglementaire imposé par l'ANF, quand on rencontre nos clients, on a toute une découverte du client réglementée où on va aller jusqu'au document d'adéquation qui va nous permettre de définir le profil risque et l'objectif du client pour voir si la solution dont on parle est adaptée à son besoin. Voilà. Donc, des solutions de nos côtés très différentes, très variées, mais qui dégagent de la performance décorrélée des marchés financiers et c'est ce qui plaît à nos clients. Par contre, c'est élitiste. C'est un ticket de 100 000 euros minimum et ça ne peut pas représenter 100% du patrimoine d'un investisseur. Donc, ça veut dire que c'est accessible à des gens qui ont en tout cas une masse de liquidité, une fortune en valeur mobilière plutôt élevée, Sylvain. Oui, et c'est important aussi de noter que certains de ces produits, effectivement, ont recours au crédit, ce qui explique ces performances très importantes qui bénéficient d'un effet de levier. Et ça peut être un moyen, pour reparler du crédit comme tout à l'heure, d'avoir un accès au crédit indirectement grâce à ces véhicules. Alors, le crédit, c'est plus du crédit immobilier. Ça peut être, quand on a une bonne relation avec la banque, un crédit à la consommation qui peut aller jusqu'à 120 000 euros. Oui, ce qui nous amène d'ailleurs à traiter un produit. On a une question en particulier sur les CPI, et donc là aussi, c'est quelque chose par rapport au crédit de particulièrement intéressant, surtout en ce moment. Et on nous demande, sont-elles toutes les mêmes et que va-t-il se passer avec le fisc italien? Bon, là aussi, c'est moi qui vais répondre sur cette partie, mais les CPI, Olivier, sont-elles vraiment toutes les mêmes? C'est marrant comme question parce que je la rapproche de la première. Les SCPI sont des véhicules immobiliers, donc société civile de placement immobilier. Le P placement traduit le fait que ça fait appel public à l'épargne, donc c'est contrôlé par l'AMF. Et c'est un marché qui était complètement méconnu jusqu'à la fin des années 2000. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient investis en assurance vie sur des actifs en euros se retrouvent avec des performances supérieures à 4,5-5%. Et pourquoi aller chercher un instrument comme les SCPI dans lesquels il y a des frais, etc., alors qu'on avait des produits avec un rendement et un capital garanti très élevé. Et en fait, la baisse lente de la performance des actifs en euros, pour arriver à autour de 1,3% aujourd'hui, a bénéficié à ce véhicule que sont les SCPI, pour plein de raisons. Les SCPI, donc, on parle des SCPI qui investissent dans l'immobilier d'entreprise. Donc, ce sont des véhicules qui vont mutualiser l'épargne de plusieurs investisseurs, souvent des milliers, dans des véhicules qui permettent d'acheter des bureaux, des commerces,
des immeubles de logistique, des immeubles dans l'hospitalité. L'hospitalité, ça peut être une école, ça peut être un hôtel, ça peut être une clinique. Et on considère qu'un véhicule est spécialisé quand il a plus de 70% de son épargne investie dans une de ces typologies. Alors, sans faire l'apologie plus de l'une que de l'autre, il faut savoir que les SCPI en 2007 représentaient 700 millions d'épargne. En 2021, ça représente plus de 7 milliards. C'est dire l'engouement que les gens ont découvert pour les SCPI. Pourquoi ? Parce que le sous-jacent, c'est du bail commercial, sur des très grosses sociétés, et on a pu voir avec la crise sanitaire qu'il n'y avait absolument pas de sinistralité, puisque les SCPI ont encaissé entre 97% et 100% de leur loyer, qu'elles redistribuent au mois ou au trimestre sous la forme de dividendes à leurs investisseurs. Et donc, et c'est là qu'il faut relever deux choses importantes, qui recoupe, je crois, la deuxième ou troisième question sur les crédits. Une SCPI peut s'acheter à crédit. Et on sait le faire. Et on en fait des centaines de dossiers par an. Et quand on s'endette à moins de 2% et qu'on a un rendement supérieur à 4, 4,5%, on a un TRI, un taux de rendement financier de l'opération qui est remarquable. Ça, c'est le premier point. Alors, on peut aussi les acheter en cash. On peut aussi acheter, et là, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, et si les gens veulent plus de précision, ils n'ont qu'à prendre rendez-vous avec Sylvain, ou nous venons avec une autre personne, je crois, la semaine du 8 février, si je ne me trompe. Entre le 8 et 11 février, oui. 8 et 11 février, Voilà. On ne peut acheter que la nue propriété pour éviter toute fiscalité avec une décote, ou que l'usufruit de part de SCPI si on va avoir un effet de levier immédiat sur son revenu et qu'on n'a pas d'ayant droit qui pourrait bénéficier dans une donation ou dans une succession de ses parts. Donc la SCPI, c'est un véhicule qui pendant très longtemps a été très franco-français, et il faut savoir que la fiscalité française sur les revenus fonciers, qu'on détienne un bien physique loué nu ou qu'on détienne des parts de SCPI dont les immeubles sont en France, la fiscalité est quand même passablement confiscatoire. Je n'aurai pas le temps de m'étendre dessus, mais on la retrouve à l'article 197A du Code général des impôts, et elle est de 20 à 30%, plus les prélèvements sociaux. Alors, les prélèvements sociaux, quand on est ressortissant hors de l'Union européenne, ils sont de 17,2. Dans l'Union européenne, on parle de prélèvement de solidarité, et c'est de 7,5. Mais on peut avoir une fiscalité de 37,5% sur les revenus nets des SCPI, comme d'un bien physique loué en nu. En conséquence de quoi, le marché a horreur du vide, et certains gérants de SCPI ont créé des véhicules français dont 100% des immeubles sont hors de France. Il y en a qui sont 100% en Allemagne, il y en a une qui est très connue, qui est dans 13 pays européens, qui a même acheté en Italie l'ensemble des murs des métros, des hypermétros en Italie, qui a acheté, pour les amateurs de voitures, un immeuble qui s'appelle le Kilomètre, je crois qu'il est au-dessus de Milan. Kilometro Rosso, voilà, à Bergame, siège social de Brembo. Voilà, le siège social des freins de Brembo. Voilà. Tous ces véhicules appartiennent à des SCPI. Et la grande particularité à ce moment-là de ces véhicules-là, c'est qu'il n'y a plus de fiscalité française, c'est même plus à déclarer en France. Et on peut les acheter à crédit. L'inconvénient, c'est que les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles dans ce cas-là. Mais ça reste des véhicules qui auront une retenue à la source payée par le gérant de la SCPI dans le pays où se situent les meubles, qui est 3 fois inférieure à la fiscalité française. Et on trouve des véhicules, parmi les 4-5 meilleurs, qui sortent des performances nettes d'impôt à la source, entre 4,5% et 5,5% net d'impôt à la source. Ça ne veut pas dire que c'est net d'impôt en Italie. À la différence du même véhicule qui subirait l'impôt français, qui aurait une fiscalité de 37,5%, et on se retrouve avec un rendement net d'impôt entre 2 et 2,5%. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, des véhicules qui n'ont pas subi la crise, qu'on peut acheter à crédit, qui sont investis dans toute l'Europe et qui subissent une fiscalité à la source qui permet d'avoir un rendement net très nettement supérieur au marché et à tous les véhicules financiers qui donnent une performance garantie, comme les obligations, voire les emprunts d'État. Ce matin, l'emprunt d'État allemand distribuait une performance à 10 ans de 0,005% et l'emprunt d'État français de 0,4%. Net d'inflation, ça ne fait pas rêver. Voilà ce que je pouvais dire. Oui. Alors, sur la fiscalité, je te laisse répondre parce que je ne suis pas… Alors, bon, c'est un sujet
assez complexe parce qu'on parle de fiscalité de sociétés de personnes. Les sociétés civiles sont des sociétés de personnes. Ce qu'il faut retenir pour répondre et directement dans le sujet, c'est qu'effectivement, si vous deviez rester en Italie ou à l'étranger pendant assez longtemps, l'idéal, c'est d'éviter la fiscalité française sur les revenus donc, de ces locations et donc de privilégier ces pays européennes qui n'auront pas de fiscalité française, comme vient de l'expliquer Olivier. Après, ce qui se passe en Italie, c'est que, en fait, comme tout placement collectif, qu'il soit d'ailleurs financier ou indirectement immobilier, parce que l'Italie ne va pas regarder la détention du patrimoine immobilier de la SCPI française, elle va simplement dire que vous avez pris en fait une participation dans un fonds collectif d'investissement de type immobilier, et on a en Italie une imposta sostitutiva, c'est-à-dire c'est un prélèvement forfaitaire libératoire de 26% qui va s'appliquer sur ce que vous touchez effectivement, puisque les CPI payent en fait des loyers tous les trimestres, et là-dessus il faudra déclarer l'année suivante en Italie effectivement tout ce que vous avez perçu et payer 26% sur ce que vous avez perçu. Au passage, il y a d'autres types d'impôts qu'on appelle communément en Italie le bollo, sur tous les investissements financiers. L'intérêt de la SCPI, c'est que ça reste de l'immobilier, mais au lieu de payer une taxe sur l'immobilier détenu à l'étranger de 0,76 annuel, on va payer une taxe sur un investissement, sur une participation à un fonds et qui sera uniquement donc ce bollo de 0,2%. Donc c'est aussi une façon élégante de détenir de l'immobilier indirectement et d'avoir une fiscalité moindre en Italie. On passe question suivante, que le temps défile. Carole nous demande quelle est la différence, c'est une question intéressante, quelle est la différence entre le conseil délivré par les banques et le nôtre? C'est un peu une question piège parce que je ne vais pas nous auto-flageller. Écoutez, je serais tenté de dire à Carole, appelez votre banque, demandez de lui de venir vous voir en Italie, comme nous on le fait parce qu'on crée une relation de proximité. Posez-lui des questions en lui demandant d'avoir une réponse assez rapide sur les problématiques de fiscalité bilatérale entre la France et l'Italie, et vous verrez que vous allez avoir un grand silence et que vous n'aurez votre réponse que peut-être dans les 12 mois qui suivent. Donc, nous, notre métier, c'est d'accompagner nos clients. On n'a pas de compte, on ne délivre pas de carte Visa, on ne vend pas de téléphone, on n'assurera pas votre voiture. Par contre, on existe depuis 30 ans et on assure une pérennité dans le conseil à nos clients qui, si vous regardez sur les blogs, se traduisent plutôt par des éloges plutôt que dans les blogs des réprimandations que vous ne retrouverez pas parce qu'il n'y en a pas. Donc, je pense qu'on a un conseil à viser parce qu'on connaît bien notre marché, qu'on n'a pas d'agressivité commerciale. Les gens qui veulent traiter avec nous nous appellent, on les voit, on travaille, on prend tout notre temps. Et on a les deux métiers. Le métier de conseil, dont on parle ce soir, et le métier de mise en œuvre des solutions d'investissement, qu'elles soient financières, immobilières, on fait de la prévoyance santé, on fait tout ce qui touche à notre métier dont l'investisseur peut avoir besoin. Donc, je pense qu'on est très différent des banquiers qui ont un élément important, c'est qu'ils cherchent à faire du dépôt qui va faire son crédit. Voilà. Et des fois même, ils ne veulent même pas prêter d'argent aux clients non résidents. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je reviens à la question sur le crédit, quand une banque vous prête de l'argent en tant que non-résident, elle va vous demander de devenir votre banque principale. Elle ne vous fera pas de crédit sec, sinon elle ne le fera pas. Voilà. Donc je pense qu'on a une culture très très différente des banques et qu'on a surtout un spectre d'intervention beaucoup plus large, mais limité au métier de la gestion privée. Oui, je pense qu'il est aussi intéressant d'insister sur le fait qu'on a effectivement la possibilité de financer d'ailleurs de l'immobilier direct en France. Évidemment, c'est une banque française va prêter de l'argent pour effectuer les opérations en France. Beaucoup de personnes nous interpellent pour faire du crédit en Italie. Pour faire du crédit en Italie, vous allez dans une banque italienne. Il y a toujours un peu ce binôme à respecter de territorialité sur les garanties, les actifs qui vont être liés au crédit, surtout évidemment dans le crédit immobilier. On a une question aussi qui nous est arrivée qui est provocatrice mais finalement intéressante puisque ça résume en fait l'essentiel de la question. Sophie nous demande: que feriez-vous si vous aviez 1 million d'euros à investir? Alors pour peu que
que nous disposions de cette somme, que ferions-nous? Ben, vous savez, je ne sais pas comment s'appelle cette personne, hein, mais Sophie. Sophie, ben, si Sophie nous écoute, euh, déjà, si on a 1 million d'euros, en fonction de l'âge du périmètre familial, on a des objectifs. Et donc, ça, quelque part, je vais répondre à la question précédente. Eh bien, je vais essayer de définir, et le process réglementaire nous y aide, au travers du document d'entrée en relation, de la lettre de mission, et notamment du profil risque et du document d'adéquation. On va définir ensemble les objectifs de l'investisseur. Et si Sophie nous ouvre réellement ce qu'elle a en tête, eh bien, on arrivera à faire du sur-mesure et on a toutes les solutions qui s'adaptent à son besoin. À partir de là, si on a 1 million d'euros, eh bien, on mettra pas tous les œufs dans le même panier, on mettra des poches qui correspondent à chacun des objectifs que se fixe Sophie. Si c'est constituer du patrimoine pour la retraite, ben, acheter des SCPI à crédit si on a 45 ans, si on veut reprendre sa retraite à 60 ans, une durée de 15 ans, ça nous paraît intelligent de solder le crédit à son 60e anniversaire pour pouvoir percevoir des revenus complémentaires. Quelqu'un qui voudra avoir des revenus immédiats, eh ben, il ne fera pas de crédit parce qu'il faut le rembourser le crédit. Donc, il achètera de la SCPI cash ou il achètera d'autres types de véhicules qui distribuent du revenu. Et il y en a. Via l'assurance vie ou via d'autres véhicules. Donc, chaque individu qui vient nous voir a ses propres idées. Il est à noter que depuis maintenant quelques années, on a de plus en plus de gens qui sont venus nous voir et qui ont des valeurs sociétales. Tout ce dont on entend parler aujourd'hui, la norme ESG, la norme ISR. Et c'est la raison pour laquelle on a intégré cela dans nos allocations d'actifs. Au Luxembourg, par exemple, si quelqu'un vient nous voir, nous dit « moi, je veux investir dans les infrastructures ». Tout le monde parle des infrastructures aux États-Unis, en France, et j'imagine qu'en Italie aussi. Pas uniquement pour réparer les ponts qui se cassent la figure. Non, donc, Olivier, soyez gentil, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais les infrastructures, elles sont de plusieurs types. Ça peut être des infrastructures numériques, ça peut être des infrastructures sociétales, des cliniques, des hôpitaux, ça peut être des infrastructures traditionnelles, des routes. Voilà. Donc, on a tous les types de solutions. Je disais, dans le non-coté, on peut faire de l'hydrogène. Voilà. On sait à peu près tout faire, eu égard à la volumétrie du groupe. On collecte à peu près 150 à 180 millions d'euros par an. En ce faisant, le poids que nous pesons sur le marché fait qu'on nous propose des solutions innovantes. Et à ce titre-là, on essaie de trouver la bonne solution par rapport aux questions qu'on nous pose. Après, quelqu'un qui vient nous voir avec 1 million d'euros qui nous dit « je ne sais pas quoi en faire », on va être très embarrassé. Et je ne suis pas sûr même qu'on puisse prendre le client aujourd'hui dans le cadre de notre process réglementaire. Parce que si la personne ne nous aide pas, si c'est quelqu'un qui veut protéger sa famille, qui veut financer les études des enfants, il y a tous les cas de figure. Donc voilà, il est extrêmement difficile de répondre à quelqu'un qui ne nous donnera pas, en tout cas, quelques idées sur ses projets personnels. Oui, et ce sont des impératifs réglementaires très stricts et qui souvent d'ailleurs nos clients ne comprennent pas toutes nos questions et toute notre démarche, mais qui est importante et qui protège et qui assure un service de qualité, et c'était vraiment essentiel. J'ai une question assez longue de Vanessa qui traite de plusieurs sujets, puisqu'elle a un époux nord-américain, donc elle pose des questions par rapport au traitement des fonds de pension américains de son époux. Donc là aussi, il y a une convention bilatérale entre l'Italie et les États-Unis, et c'est là effectivement qu'elle pourra trouver des réponses. Par contre, et ça recoupe un petit peu aussi, par exemple, le traitement d'un contrat d'assurance vie français ou d'un plan épargne retraite français ou de tout type de placement financier à l'étranger. Il est vrai que l'Italie va soumettre
à une taxe patrimoniale, puisque donc il n'y a pas un impôt sur la fortune en Italie, mais il existe des taxes patrimoniales, donc sur la valeur, même s'ils ne distribuent pas de revenus, ne créent pas de revenus, vous avez deux taxes patrimoniales, une sur tous les actifs financiers détenus à l'étranger, donc c'est ce qu'on appelle en italien l'IVA-FE, qui est similaire au bollo, qui va s'appliquer de la même manière sur les actifs financiers détenus en Italie, un 0,2% annuel, et donc a priori, le fonds de pension américain serait assujetti à cette taxe. Et il existe ensuite aussi une taxe patrimoniale sur l'immobilier, bon, qu'on a un petit peu abordé et qu'on aborde souvent, qui est plus gênante puisque c'est du 0,76% annuel et sur une base imposable qui souvent est la valeur d'achat où il y a tout un type, alors je vous fais grâce de toutes ces complications de calcul de la base imposable, c'est quelque chose qu'on peut regarder pour vous. Mais bon, voilà, qu'il faut connaître. Alors, c'est aussi dans la question que nous posait Vanessa, il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'elle dit je possède des appartements en France, je ne possède que la nue propriété de ces appartements en France, et je ne paie donc pour le moment que les 0,76% de taxes sur la valeur de ces nues propriétés. Alors là, attention, Vanessa, c'est une question intéressante, parce que le code civil français est similaire au code civil italien, et le nu propriétaire ne paye pas cette taxe patrimoniale. C'est à la charge de l'usufruitier. Donc comme en France, la nue propriété, et donc peut-être qu'on n'a pas le temps ce soir d'expliquer tout le démembrement, mais c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre. Mais attention, en Italie, il n'y a pas, la taxe patrimoniale ne s'applique pas sur la nue propriété. On doit l'indiquer pour des questions de lutte contre l'évasion fiscale, on doit indiquer qu'effectivement on possède cette nue propriété, mais on ne va pas payer la taxe patrimoniale sur la valeur de sa nue propriété. C'est uniquement en qualité de usufruitier ou de plein propriétaire que vous allez payer cette taxe. Ensuite, la question... Il y avait une question, un point dans la question sur l'Amérique du Nord, non? Par rapport à son mari. Mais alors après, le problème aussi de son mari, c'est qu'on a les normes FATCA. Donc effectivement, comme vous le savez, tous les clients qui sont définis US person parce qu'ils sont de nationalité américaine, qu'ils ont une green card ou qu'ils ont des intérêts aux États-Unis, ça pose énormément de problèmes pour les traiter. Je pense que c'est un problème qu'elle doit rencontrer aussi avec les banques italiennes. Donc tout ça, c'est à prendre effectivement traité avec beaucoup de prudence. On a aussi une question de Charlotte et de Sophie aussi, une autre Sophie qui nous demande plus de développer l'environnement fiscal italien, d'optimiser l'environnement fiscal italien. Alors attention, nous ne sommes pas habilités à délivrer du conseil fiscal italien, premièrement. Deuxièmement, souvent un Français qui arrive en Italie a, à cette culture typiquement française de la défiscalisation. Il est vrai, en France, pour les résidents français, il existe un certain nombre de stratégies de défiscalisation qui vous permettent de réduire vos impôts. C'est en Italie, c'est beaucoup moins vrai. Il existe très peu de dispositifs qui permettent de réduire la note. D'accord ? Donc, nous, on va pas le faire parce que de toute façon, ça n'existe pas et ce n'est pas notre métier de faire de la défiscalisation italienne. Par contre, on va vous aider à réduire, voire éliminer, par exemple, ces taxes patrimoniales italiennes. Donc, notre objectif, c'est de vous permettre d'investir en France avec des conséquences fiscales en Italie qui soient le plus légères possible. Parce qu'effectivement, le danger de procéder à des investissements avec des contreparties en France qui ne connaissent pas la fiscalité italienne ou de le faire de façon autonome, c'est le danger, c'est de vous retrouver avec des complications fiscales. Vous savez, en Italie, il y a une grosse actualité, par exemple avec les retraités, etc., qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas la Convention, l'ont mal interprétée et se retrouvent, parce qu'en Italie, on va redresser sur 5 ans, hein, c'est beaucoup plus qu'en France, et avec des pénalités et des indemnités beaucoup plus fortes aussi qu'en France. Donc attention à ne pas vous mettre en difficulté par rapport à l'administration fiscale italienne, qui, avec les accords d'échange, ont accès à beaucoup de données aujourd'hui. Et on ne va pas effectivement faire de défiscalisation italienne. Par contre, on va optimiser la fiscalité italienne pour qu'au final, effectivement, vous supportiez le moins d'impôts et ayez une rémunération intéressante sur vos placements. Quelque chose aussi que je ne sais pas si Olivier, tu veux développer, mais dans la réponse précédente, on la faisait sur la fiscalité italienne des revenus locatifs, le fait d'intégrer
le net imposable tel qu'il est calculé en France, c'est particulièrement pertinent dans le cas de la location meublée non professionnelle. Beaucoup de personnes, beaucoup de Français connaissent la location meublée non professionnelle et effectivement, donc peut-être Oui, deux mots sur alors, comment on la pratique chez nous, chez Equance. oui. Alors, en matière fiscale, les revenus du patrimoine immobilier peuvent avoir deux formes. Soit le revenu est le fruit de la location nue, c'est le cas de tous les produits physiques que l'on peut louer, c'est le cas des SCPI également, auquel cas il y a un barème fiscal qui va s'appliquer, on prend le revenu, on enlève les charges. Dans les charges, on peut rentrer les intérêts d'emprunt, on peut rentrer des travaux, on peut rentrer la taxe foncière, on peut rentrer les charges de copropriété. Et si on a un résultat foncier, il va être taxé au 197A dont je parlais tout à l'heure, 20-30% plus le prélèvement de solidarité de 7,5. Et s'il y a un déficit, c'est-à-dire plus de charges que de revenus, le revenu, lui, il peut être reporté pendant 10 ans. Ça, c'est le régime de l'allocation nue. Et on parle de revenus et de charges. Quand on parle de, tu disais tout à l'heure, de BIC, de BIC, de bénéfices industriels et commerciaux, c'est le régime fiscal qui va s'appliquer à la location meublée. C'est l'article 151 septies du Code général des impôts qui le qualifie et qui définit si on est professionnel ou non professionnel. Et dès lors qu'on est en location meublée, eh bien, on va pouvoir amortir par composant l'immeuble hors foncier qui ne s'amortit jamais, et ensuite l'ensemble des meubles par composant. Et cet amortissement va faire que quand on a une recette ou une dépense, eh bien, le résultat comptable va prendre les recettes et va minorer la recette en passant un certain nombre de charges, dont les amortissements. Et tant qu'on est déficitaire, eh bien, on va reporter les amortissements réputés différés de manière à avoir un résultat comptable proche de zéro, et ça pendant presque 30 ans. Et on peut donc avoir un revenu sans impôt. C'est le propre de la location meublée non professionnelle. Alors, il y a pas mal de réformes qui sont arrivées, notamment en 2021 sur la location meublée, qui fait qu'on peut passer automatiquement en professionnel dès lors qu'on a plus de 23 000 € de recettes TTC. Et dès lors qu'on passe en professionnel, on va passer aux cotisations sociales. Et là, c'est extrêmement pénalisant puisqu'il y a 35% des recettes qui vont subir des charges, des cotisations sociales. C'est pour ça qu'avant de le faire, il faut aussi consulter pour voir où se situe le niveau de recettes. Mais quand on est en non professionnel et qu'on n'a pas plus de 23 000 € de recettes TTC annuelles, on peut tout à fait avoir du revenu sans impôt et c'est particulièrement intelligent. Alors là, je vais juste tirer une sonnette d'alarme. Attention à ne pas convertir un bel appartement parisien de location nue en location meublée parce qu'on n'a pas le droit de le faire, sauf à ce que ça soit la résidence principale du preneur du bail, ce sont des baux de 1 an, et auquel cas, à ce moment-là, il ne faut juste que demander l'autorisation de la copropriété. Dès lors qu'on veut faire du Airbnb, la saisonnalité maxima de 120 jours de mise en location meublée, au-delà, on paye les cotisations sociales, au-delà de 23 000 €, on paye les cotisations sociales, et surtout, il faut le déclarer, et de toute façon, l'organisme, que ce soit Airbnb, que ce soit Abritel ou autre, ça sera déclaré aux services fiscaux de la ville de manière à ce que les 120 jours ne soient pas dépassés parce que c'est interdit. Et quand on les dépasse, ça coûte extrêmement cher. Il peut y avoir des amendes, des pénalités et le statut des cotisations sociales qui peut amputer 35% du montant des recettes de la location meublée occasionnelle. Voilà. Donc, statut intéressant, intelligent, à manipuler prudemment. Et quand on ne le fait pas soi-même et qu'on achète un instrument, il faut bien vérifier qui est le preneur du bail. C'est toute la clé de voûte de l'opération, Sylvain. Et le preneur du bail ne doit pas être infusible. Il faut faire extrêmement attention. Nous, on a une personne au siège qui passe son temps à éplucher les baux commerciaux pour ne pas que nous retrouvions nos clients un jour scotchés pour X raisons sur une résidence qu'il aurait achetée et qui serait avec un bail commercial de 9, 10 ou 11 ans.
on évite les sinistres pour nos clients. On n'en a jamais. Oui, et effectivement, si c'est bien réalisé, ça peut être très pertinent aussi par rapport à la fiscalité italienne, puisque comme je l'indiquais tout à l'heure, uniquement le net imposable sera reporté dans la déclaration italienne avec éventuellement l'impôt français comme crédit d'impôt. Donc au niveau des revenus, ça peut être une stratégie très efficace pour peu qu'on fasse attention et que tout soit fait dans les règles de l'art. Une autre chose à savoir en termes de location meublée, c'est que souvent ce sont des appartements qui vont être rénovés et on va supporter la taxe patrimoniale italienne va en fait uniquement être portée par l'achat du foncier à l'origine. C'est quelque chose effectivement que s'il est bien organisé, peut être une stratégie d'investissement dans l'immobilier locatif français particulièrement pertinente. Alors, 18h59, je pense que nous allons nous arrêter là. Il reste encore quelques questions On que peut en nous n'avons prendre pas eu le encore temps une. de... On peut en prendre encore On va une. en prendre une. Alors, une question aussi, en fait, qui retourne un petit peu sur les CPI, c'est-à-dire qu'on nous demande effectivement, mais tu l'as déjà traité, qu'est-ce qui... Ou plutôt, on va la tourner sur le futur, parce qu'on nous posait la question effectivement avec le problème du smart working, des bureaux, quid des CPI qui, comme on le sait, sont essentiellement investis dans des bureaux en France, pour au moins les versions traditionnelles. Quelle est notre vision du futur sur les CPI de bureaux? Alors, l'impact de la crise sanitaire sur les bureaux et notamment du télétravail, c'est un peu ça la question. Oui. Sur les bureaux, le volume de surface impacté par le télétravail représente 14% des baux. Il faut savoir qu'un bail commercial, en France, il est signé sur 9, 10, 11 ans et qu'on ne peut pas le dénoncer. Si on veut partir avant, soit il faut retrouver un preneur du bail dont on va rester comptablement solidaire, soit il faut partir à l'échéance. Si on n'a pas de preneur de bail, on peut partir, mais on va continuer de payer le loyer. Donc, ce n'est pas si anodin que ça. Donc, les 14% de surface vont, et il y a d'excellentes analyses de l'ASPIM, qui est l'organisme de tutelle des gérants de SCPI, qui disent plusieurs choses, que les surfaces en trop seront lissées sur la durée de renouvellement des baux sur 9, 10, 11 ans, et 14%, ce n'est pas beaucoup. Et d'autre part, il y a beaucoup de ces surfaces, de ces 14%, qui vont être reclassées à l'intérieur des mêmes entreprises en espaces de coworking. Les gens, par le télétravail, ont moins d'espace privatif, plus d'espace collectif. Et on voit, et ce pour les très très grosses entreprises, des entreprises créer des espaces de partage, des crèches à l'intérieur de l'entreprise, de manière à apporter plus de confort à leurs salariés. Donc, on n'a pas de souci sur le télétravail, d'autant plus, et c'est propre à la France, mais je ne connais pas l'impact du télétravail sur le marché italien ni sur d'autres marchés, hein, mais j'imagine que quand on sera là dans 3 semaines, des gens vont nous en parler. Mais en France, le télétravail, il est rejeté dans les TPI, PME. Les gens ont besoin de se voir, de se toucher, de se partager. Pas simple en ce moment. Dans les multinationales, le télétravail, il est plébiscité et au maximum, il est de 2 jours par semaine. Et ce que je dis, j'enseigne en parallèle, ce que je dis très souvent sur le télétravail, a fortiori dans les multinationales, que si c'était du télétravail à plein temps, on va vous oublier et c'est l'antichambre du chômage pour de très nombreux salariés. Parce que les premiers qui seront licenciés, si à un moment il y a une crise économique, ce seront ceux qu'on ne voit jamais, parce qu'ils ne seront pas irremplaçables. Voilà. Et ce n'est pas un trait d'ironie, c'est une réalité. Ouais. Donc nous, on n'a pas de souci sur l'immobilier d'entreprise et sur le marché de bureau. Il est quand même intéressant de constater, et ça, on a un retour d'expérience de 2 des plus grands gérants de SCPI que sont La Française et Périal, qui ont 2 véhicules sur le Grand Paris, et ils constatent en fait
qu'il y a une véritable mobilité des gens pour se rapprocher de leur lieu de travail. Voilà. Après, sur le marché immobilier, la crise, et on le voit, elle fait que les prix baissent peut-être un peu sur Paris, ils augmentent dans des villes qui ont attiré des gens qui avaient envie d'avoir de l'espace collectif ou de l'espace individuel dans une maison individuelle plutôt qu'un appartement en collectif à Paris. Et ça, c'est le fruit de la pandémie. Et les statistiques sont trop proches de la pandémie dans laquelle on est encore pour essayer de tirer des conclusions. Mais on a vu des villes comme Annecy dont les prix au mètre carré flambent. Voilà. Aix-en-Provence, Valence, qui est sur la ligne de TGV de Paris aussi. Voilà. Donc, il sera très intéressant quand on sera sorti de la pandémie de regarder les analyses que font l'IEIF, qui est un des outils d'expertise du marché de l'immobilier, d'entreprise et du particulier. Alors Olivier, on va peut-être s'arrêter là pour respecter les horaires. Il y a un certain nombre de questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter malheureusement, mais je les ai. Je vous encourage, vous avez mon email et mon numéro de téléphone, à me contacter aussi pour des compléments d'informations si nous n'avons pas pu répondre de façon exhaustive à vos questions. Je me permets de vous souligner l'opportunité que vous avez à nous rencontrer, Olivier, Florent aussi, le directeur de développement du groupe Equance, et moi-même à Milan. On sera là et complètement disponible donc du mardi 8 février au vendredi 11 février. Toi, Donc je vous invite à me place. contacter pour prendre rendez-vous. Tu es sur Moi, place. je resterai sur place. Tu es Je sur resterai place. sur place, Tu es sur effectivement. Milan déjà. Oui, mais c'est une opportunité, voilà, si vous voulez nous connaître, connaître aussi, voilà, notre président, connaître toute notre équipe, pour avoir une rencontre, c'est une opportunité. Olivier nous fait la gentillesse de venir nous rencontrer directement chez nous à Milan. Je le remercie déjà et je l'attends de pied ferme. Merci aux gens qui ont eu la gentillesse de venir. Écoute, à très bientôt à Milan en tout cas. Et bonne fête et bonne année, pardon, à tous. Je ne vous l'avais Oui, pas souhaité et dans la santé. La santé pour tous, en espérant qu'on retrouve un espace de liberté dans les semaines et les mois qui viennent. Espérons. Merci à tous, merci d'être là et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.